porter sur moi et embrasser Bin Jodio pour moi. Alors c'est toute l'ambiguïté des icônes gays, c'est qu'il n'y a pas de science. Hein. Enfin, tout le monde a son avis là-dessus et c'est aussi ce qui rend le sujet fun. C'est-à-dire que c'est absolument pas, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de diplôme, mais c'est ce qui est un peu magique. C'est-à-dire que du coup, c'est ce qui fait que dans l'espèce de poudre de perlimpinpin qui fait une icône gay, il y a quelque chose qui dépasse un peu l'entendement, quoi. Et c'est ce qui fait que c'est si fun aussi de les étudier. Hein. J'ai jamais été fan d'un groupe, d'une star, de quoi que ce soit en fait. Du coup, forcément, il y a eu un petit moment d'incompréhension quand je me suis rendu compte que certaines personnes LGBT étaient en adoration pour certaines stars, pour celles qu'on appelle les icônes gays. Judy Garland, Céline Dion, Mylène Farmer. Quand on m'a expliqué qu'elles avaient beaucoup apporté à la cause LGBT, j'avais du mal à comprendre. Apporter quoi exactement ? Et comment ? Et qu'est-ce qui fait qu'une personnalité devient une icône gay ? C'est quoi la recette ? C'est quoi les ingrédients ? Et puis surtout, pourquoi des hétéros sont des icônes gays ? Dit comme ça paraît hyper paradoxal, non ? Un peu absurde même. Mais en fait, ça fait remonter plein de questions plus politiques. À qui est-ce qu'on peut s'identifier quand on n'est pas dans la norme ? Qui a les moyens de porter des revendications pour des minorités dans un monde hétéro ? On parle de tout ça avec un expert en pop culture et réalisateur de Tellement Gay, un documentaire sur la culture LGBT. C'est le journaliste Maxime Donzel, qui, pour commencer, répond à une question qui est pas si évidente. C'est quoi une icône gay ? Aujourd'hui, on dirait plus icône LGBT, bien sûr. C'est une personnalité publique qui va trouver un public particulièrement dévoué et attentif dans la communauté LGBT. Mais quand on parle d'icône, on pense rapidement à des artistes, à des chanteuses pop. Absolument, mais pas forcément, parce que ça peut être aussi, par exemple, Lady Diana. C'est pas une artiste, mais c'est quelqu'un qui, à travers sa vie, à travers son parcours personnel, ses positions, a trouvé justement un public de fans. Il peut y avoir aussi dans les téléréalités aujourd'hui des personnalités qui vont ressortir et qui vont... Voilà. Donc c'est pas forcément des artistes, c'est juste des personnalités publiques. C'est en fait des personnalités qui sont connues du grand public, qui ont un lien avec une communauté minoritaire. Ok, donc pour qu'il y ait des icônes, il faut d'abord des stars. Il y a le début du star system, tu sais, c'est les années 20, je pense. C'est au moment où, en fait, à Hollywood, ils se rendent compte que ce qui amène les gens dans les salles de cinéma, c'est plus le studio. Avant, c'était les gens, ils allaient voir un film de tel studio. Et ils se sont rendus compte, c'est avec Mary Pickford, que les gens, ils allaient voir le film de Mary Pickford. Et que du coup, ils se sont rendus compte, c'est ça l'attrait. Et donc, du coup, c'est ce qu'ils ont mis en avant sur l'affiche. Ils ont dit, c'est le nouveau film de Mary Pickford. Et ça, il y a un moment où c'est arrivé, ça. C'était pas comme ça avant. Et donc, c'est là qu'il va y avoir le nouveau cheptel de stars après Mary Pickford. Joan Crawford en est une, que j'aime personnellement particulièrement, mais il y en a beaucoup. Marlène Dietrich, toutes les grandes actrices de cette époque vont devenir donc les actrices, les personnalités vont prendre le devant de la scène. Et à partir des années 50, 40-50, on dit que c'est un peu la naissance de la pop culture en réalité, qui va devenir la naissance de la culture jeune et donc du coup une omniprésence en fait de la culture populaire qu'on va retrouver partout, dans les médias, etc. Donc, du coup, une omniprésence de ces personnalités. Donc, forcément, chez les homos, forcément plus de personnalités auxquelles s'identifier et à vénérer. Du coup, c'est qui à l'époque, années 40-50, les icônes de l'époque ? Marlène Dietrich, Greta Garbo. Souvent, des personnalités qui ont une petite dose de trouble dans le genre. Des actrices qui jouent un petit peu avec la masculinité, le travestissement, où il y a des rumeurs sur leur bisexualité, mais on ne sait jamais vraiment trop. C'est ce genre de personnalité-là. Et puis des Judy Garland. Donc des personnalités, des actrices, des chanteuses qui ont souffert et qui vont représenter
voilà, une source d'identification à travers leur parcours douloureux. Judy Garland, elle en a chié, elle a souffert d'addiction aussi, elle a souffert... Est-ce que tu peux raconter un peu qui c'est Oui, Judy Garland, c'est une enfant actrice en fait, hein, qui du coup a été propulsée méga star grâce au Magicien d'Oz, et qui en fait a été utilisée comme on utilisait les actrices à cette époque, c'est-à-dire elles appartenaient à un studio, et donc du coup elles étaient, on leur laissait pas vraiment de vie, enfin de choix, et on les faisait travailler énormément alors qu'elles étaient jeunes, dans des conditions pas toujours simples, et du coup souvent elles sombraient dans l'alcool ou dans la drogue, et Judy Garland on a bien bavé là-dessus, quoi. Et donc du coup ça a été une vie difficile, et ça transparaît dans son travail en fait, dans ses films. On voit à la fois le destin des personnages qu'elle incarne, mais aussi il y a quelque chose d'extrêmement personnel c'est dur de résister, hein. Dans Une étoile est née, il y a une scène incroyable où elle est très amoureuse de son mec, mais qui est en train de sombrer, et du coup elle est très triste pour lui, elle est en train de se rendre compte qu'il va mourir en fait, et elle doit travailler, elle joue une actrice qui doit travailler et qui doit faire une scène où elle dit Sunshine, everything is fine, et elle doit sourire et faire des claquettes, et là Judy Garland, c'est là qu'on voit son génie, c'est-à-dire que elle est à la fois en train de chanter Sunshine, et tu vois sa gueule qu'elle est défaite à l'intérieur, c'est bouleversant, et ça parle forcément à l'expérience gay, parce que c'est quelque chose, c'est un parcours difficile, souvent difficile pour beaucoup, surtout à l'époque, hein, d'énormément de souffrance, et en même temps le besoin de se montrer souriant et de pas se laisser aller, de garder un peu d'énergie et de joie. Souvent, ce sont aussi, à cette époque-là, années 30-40, des actrices qui jouent au cinéma des rôles de femmes très intelligentes, avec beaucoup de répartie. Voilà, Bette Davis étant le summum aux États-Unis, parce que du coup, il y a quelque chose comme un modèle de être en société, être pas totalement au top, c'est-à-dire que Bette Davis, c'est pas la plus belle des actrices, du tout. Mais elle dépasse, et c'est la même chose pour Judy Garland. C'est pas à la base une femme particulièrement belle dans les canons habituels de la beauté, mais avec soit son charme, soit son intelligence, son esprit, elle va complètement dépasser justement cette impression d'être laissée pour compte, hein. C'est-à-dire que même dans un film de Bette Davis, à la fin, il y a Marilyn Monroe qui arrive, c'est son premier rôle, et on sous-entend que ça va être la nouvelle. Effectivement, c'est le physique qui va compter, quoi. Et Bette Davis, c'est la génération de ces stars qui brillent et qui sont glamour grâce à leurs mots, grâce à leurs verbes, grâce à leur esprit. C'est un humour sec, langue de vipère un peu, mais tellement drôle et tellement intelligent que du coup je pense que pour les homos il y avait un vrai plaisir à voir un modèle comme ça, et c'est quelque chose, parce qu'en fait c'est un modèle de défense, et c'est un modèle de défense qu'on apprend quand on voit ces personnages là, quand on voit ces actrices au cinéma pratiquer aussi bien, parce qu'en fait elle répond à qui? Elle répond à des hommes qui la maltraitent ou qui la prennent de haut, ou à des femmes qui justement la considèrent comme pas importante parce qu'elle n'est pas suffisamment belle à leurs yeux. Et ben aux gays ça leur parlait, même aux lesbiennes ça devait leur parler, et donc du coup c'était un modèle de comment on peut se défendre, c'était un apprentissage en fait. Pour les gays, c'est effectivement une manière d'espérer et d'imaginer que pour eux aussi il y a un salut autre que la prison, le rejet de la famille, l'addiction, la mort. Qui était un peu le menu, hein, à l'époque. Et donc du coup, forcément, voir une Judy Garland, ça faisait rêver, même si évidemment, elle, le menu à la fin, ça a été l'addiction, la solitude et la mort. Ça pose une ambiance quand même. Bon, si on avance un peu dans le temps, on se retrouve dans les années 60 et 70, et là, c'est un moment où les icônes gays vont plus facilement revendiquer leur statut. Il y a un message beaucoup plus clair à partir des années 60-70, avec des chanteuses qui vont envoyer des messages un peu plus évidents. Les chansons de Diana Ross, I'm Coming Out. Bon, c'est la disco aussi là, hein, mais on est beaucoup plus clairement dans des messages adressés, une reconnaissance officielle en fait de ce statut d'icône. Il y a même une scène assez marrante dans un film qui s'appelle The Rose avec Bette Midler, où donc elle joue une chanteuse qui est exactement calquée sur elle-même, et elle va dans un bar gay, et il y a des drag queens sur scène qui
incarne toutes les icônes gays. Donc Judy Garland, je sais pas, il y avait Barbra Streisand et peut-être Diana Ross. Et Bette Midler, elle monte sur scène avec elle et elle chante avec elle. Et ça m'a fait tellement rire quand j'ai vu parce que je me suis dit, elle a décidé qu'elle faisait partie des icônes gays. Elle s'y colle en fait. Elle dit, moi je fais partie. Donc, mais comme mine de rien, le film le dit clairement. Le film affirme ça. Le film raconte ça. Et effectivement, les icônes gays de l'époque vont beaucoup plus clairement envoyer des messages, faire appel à ces communautés, plus dans la musique, disons. Et certaines vont plus clairement dire les choses. Je pense à Jane Fonda. C'est d'une modernité, c'est-à-dire qu'elle a un discours hyper clair et précis sur les droits LGBT, qu'ils sont nécessaires, urgents. Elle soutient la communauté politiquement de manière sans appel. Et voilà, ça c'est aussi ce qui va commencer à changer un peu les choses. They like me. Working together, we can be stronger than either entity is by itself. So it's really healthy that we try to bring these things together. Are they using you? I hope they use me. What am I here for if not to be used by good people for good things? Good people for good things. Les grandes chanteuses type Dalida, Férouz au Liban, ces grandes divas, en fait, ce qu'on appelle les grandes divas, ont assez clairement pris parole sur ces sujets. Mais bon, c'est-à-dire que c'est pas le même univers médiatique qu'aujourd'hui, c'est pas un tweet. Donc c'est pas aussi simple que ça. Il fallait que ce soit considéré comme intéressant par le mec qui fait le montage à la fin, qui est hétéro, qui en a rien à foutre. Mais c'est vrai que l'implication officielle politique de ces stars à l'époque, elle est pas comme aujourd'hui non plus. Faut pas tout mélanger non plus. C'est-à-dire que c'est des signaux un peu plus clairs. Bon, Jane Fonda, c'est vraiment un exemple particulier parce que c'était quand même une actrice extrêmement politisée à tous les niveaux. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'avait vraiment peur de rien en termes politiques. Mais les autres restent quand même un tout petit peu un peu prisonnières de leur statut justement d'icône, dans le sens où il fallait pas trop parler politique. Donc ça restait un petit peu timide à mon sens. Le fait que j'ai pas beaucoup d'exemples, tu vois, c'est pas juste que j'ai pas une mémoire super, c'est aussi que ça arrivait pas non plus à fond, quoi. Et donc ça restait un tout petit peu des clins d'œil, voilà. Et après, en concert, généralement, elle disait un petit mot, quoi. Tu l'as dit, mais quelque part, il y a aussi, c'était une époque où il suffisait de dire 3 mots pour que ce soit suffisant, entre guillemets, pour avoir l'étiquette, j'imagine. Il suffisait de dire je soutiens ou, je sais pas, ils ont raison dans leur combat. Ça suffisait à devenir quelqu'un d'important pour la communauté LGBT, si on veut dire ça comme ça. Une petite remarque suffisait, quelque part ? Oui, et en même temps, du coup, c'est aussi le moment où il commence à émerger des figures politiques hyper importantes comme Harvey Milk aux États-Unis, qui du coup, lui, était un élu ouvertement gay, c'était quand même un autre niveau, quoi. Donc, voilà, politiquement, ça avait beaucoup plus de force d'une certaine manière. Donc, c'était aussi une période, surtout aux États-Unis, très tendue politiquement. Et donc, je pense que les célébrités étaient assez frileuses pour parler politique. Ils voulaient pas non plus se mettre à dos leur public. Donc, ça restait encore light, quoi. On commence à avoir cité pas mal de noms d'icônes LGBT et que des femmes. Pourquoi est-ce que spontanément, on n'a que des noms de femmes qui nous viennent en tête ? D'abord, les hommes qui étaient célèbres, c'était des hommes hétéros. Ou alors, très furieusement dans le placard. Du coup, l'identification d'un homme homo à un homme hétéro, en fait, quand tu grandis que t'es un homme homo, on veut te forcer à t'identifier aux hommes hétéros et tu n'y arrives pas. Donc, parce que t'as un rapport au genre qui est complètement différent, il y a quelque chose qui te convient pas qui n'est pas qui tu es. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que les homos sont pas passionnés par les hommes hétéros. À part, des fois, ils sont sexy et on a envie de les niquer, mais c'est juste un petit fantasme comme ça. Mais c'est pas la même chose que la vraie passion, la fascination, etc. Alors pourquoi les femmes ? Mais c'est aussi parce que les femmes qui sont appréciées, souvent c'est des femmes qui vont exprimer d'abord leur soi sexuelle, souvent, qui n'ont pas peur de montrer que ce sont des personnes qui ont une sexualité. Pour autant, ce sont des femmes qui n'exposent pas cette sexualité dans le seul but de plaire aux hommes hétéros. Et c'est là qu'il y a une identification qui se fait pour moi. Parce qu'un homo, c'est quelqu'un qui va souvent débuter sa prise de conscience de son identité homo à travers la sexualité, le sexe. Pour autant, ce n'est pas
tout, ça dépasse la seule question de la sexualité, et c'est pas uniquement dans le but de plaire aux autres. C'est un truc identitaire. Et donc du coup, pour moi, il y a une identification forte qui se fait chez des femmes qui vont avoir donc cette sexualité très affirmée, et toujours avec un petit élément de freaky, de fric. Pas de fric dans le sens argent, hein, d'étrange. C'est là que, tu vois, par exemple, Mylène Farmer, c'est intéressant. Parce que Mylène Farmer, elle est extrêmement sexuelle, hein, pourvu qu'elle soit douce, libertine. On peut se dire, elle se présente comme objet sexuel, a priori. Mais il y a le clip de, je sais plus, Sans logique, où d'un coup, elle devient un taureau, elle a les yeux blancs. On se dit, le mec hétéro de base, il fait... Enfin, un truc... Elle a pas peur... Elles ont pas peur d'être un tout petit peu dégoûtantes. Enfin, pas dégoûtantes, mais elles n'ont pas peur de causer le dégoût si ça leur permet d'affirmer une puissance, une force, quelque chose. Donc, ça dépasse la seule question de « je veux être un objet sexuel désiré ». Et c'est là qu'il y a une communication qui se fait avec le public LGBT, je pense. Il y a un autre exemple, c'est Beyoncé. Je ne sais plus quel show c'était. Je pense que c'était le show de Super Bowl, là, du football. Le Super Bowl show, je pense que c'était celui-là où elle faisait un show incroyable, elle est sublime, elle est magnifique, et puis il y a un moment où elle fait une grimace, et elle a été beaucoup moquée sur les réseaux sociaux, sur internet, parce qu'ils ont dit c'est comme Hulk, parce qu'elle faisait vraiment une grimace de mec, quoi. Et ben voilà, là on est face à une femme qui à la fois affirme sa sexualité de manière hyper libre, et en même temps qui a pas peur de dire j'ai pas peur de faire une grimace et d'être moche à vos yeux, vous, mec hétéro, cisgenre, parce que je suis pas là juste pour vous plaire, en fait. Et parce qu'en disant ça, elle dit justement, je suis pas là que pour plaire à ce public-là. Je veux plaire aux femmes, et je veux plaire aux femmes dans leur ensemble, d'ailleurs, pas uniquement les lesbiennes, mais les femmes hétéros. Je veux qu'on communique, qu'on se parle, et aux LGBT. Et donc, les célébrités qui envoient des messages aux LGBT, généralement, ils reçoivent une réponse. Sous forme d'adoration, tout simplement. We'll be together like birds of a feather. Plus, some things are meant to be. Yeah. One way or another, you know we'll be there together. 'Cause I know he loves me. On fait une petite parenthèse ? Le temps de décortiquer les caractéristiques de 5 icônes et de trouver ce qui, dans leur vie, dans leur caractère, résonne avec le vécu LGBT. Ok, alors par exemple, pourquoi Céline Dion ? Céline Dion, en fait, si tu veux, c'est elle a absolument pas peur du ridicule, et du coup, elle va se montrer telle qu'elle est, sans chercher à plaire, mais cette espèce de sincérité sans phare, c'est aussi le Québec, en fait. Et vraiment, c'est très lié à comment on est au Québec. Mais donc, elle amène la culture québécoise à un niveau d'icône gay, quoi. C'est-à-dire que et il y a aussi que c'est pas à la base une personne qui a une beauté évidente, mais elle va se comporter comme une super modèle. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'en fait, elle est sublime parce qu'elle a décidé de l'être, parce qu'elle a décidé qu'elle était. Et en fait, effectivement, du coup, elle l'est. Elle est belle, en fait, Céline Dion. Mais c'est vrai que à la base, elle est plutôt un peu chevaline, quoi, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que c'est beau, chevaline. Pourquoi Cher ? Cher, c'est un peu le même phénomène que Tina Turner aussi. Il y a dans son parcours, il y a le fait qu'elle a été associée à un mari. C'est une épouse qui s'est libérée. Et ça, je crois que c'est le rêve de chaque jeune homme gay pour sa mère. Bon, mais ça, j'exagère. Mais voilà. Donc, je pense, pour moi, c'est ça, Cher. Et puis, c'est aussi un truc sur la mode. Et ça, c'est la même chose que Céline Dion. Enfin, on connaît moins bien en France, parce que c'était plus à la télé américaine, les robes de Bob Mackie. Donc, il y a quelque chose de... Et pareil, le côté un peu freaky. C'est-à-dire que Cher, elle poussait un peu loin le bouchon du côté spectaculaire de ses mises en scène et de ses looks, quoi. Donc, du coup, elle est vraiment fun. Pourquoi Adèle ? Alors Adèle, c'est aussi la performance vocale. C'est-à-dire que Adèle, au début, c'était une femme en surpoids qui avait cette voix incroyable. Et donc du coup, c'est vrai que les femmes grosses sont très mal représentées dans la pop culture, sauf quand elles ont une belle voix. Et donc du coup, c'est aussi ce qui provoque l'iconification, c'est-à-dire que justement son talent est tel que les règles de la pop culture de « tu ne seras connue que si t'es super bonne », selon les critères patriarcaux, volent en éclats. Et donc, alors maintenant, il y a mieux, parce que maintenant, on est en train de faire voler en éclats tout ça, belle voix ou pas. Et on y revient, mais pourquoi Mylène Farmer ? Mylène Farmer, ouais, tu vois, ça c'est moi à 12 ans là. Mylène Farmer, pareil, moi je pensais que j'étais le seul, hein, j'avais pas du tout compris, enfin j'avais pas encore compris que j'étais gay, mais je l'ai compris après. Mais Mylène Farmer, c'est ultra sexualisation, mais
avec une dose de malaise. Justement, tu vois, là, elle a porté un costume en décorché, qui lui avait été fait par Gauthier, il me semble, qui était hyper moulant, donc ultra sexuel, mais écorché, donc pas du tout sexy. Enfin, elle joue avec ces codes-là, c'est-à-dire qu'elle joue à la fois sur un truc ultra cul et en même temps, elle dit un truc qui fait peur. Tu sais, dans les interviews, quand elle était jeune, elle a dit un truc genre moi, je me sens comme une menthe religieuse. J'aime bien les hommes, mais je leur couperais bien la tête. Tu vois, bah ça parle aux gays, quoi. Enfin, tu vois, oui, et même aux lesbiennes, peut-être, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui... En fait, quand une star dit ça et que t'es une jeune personne queer, tu sens bien que c'est plus à toi qu'elle parle que au mec à qui elle vient de dire qu'elle voulait lui couper la tête, tu vois. Donc du coup, tu comprends qu'elle te parle. Donc t'as un dialogue qui se fait. Et enfin, pourquoi Aya Nakamura ? Aya aussi parce que c'est aussi une icône féministe. Et aussi, je pense qu'il y a forcément une identification dans le fait où elle a été aussi directement d'emblée ultra jugée, ultra réduite. Dans les médias français, ils se moquaient de son nom, ils se moquaient de son physique, ils se moquaient de sa musique. Oh là là, c'était vraiment ridicule, alors que c'était génial. Enfin, c'était quand même de la pop d'enfer, quoi. Donc, du coup, je pense qu'il y a aussi une identification au fait qu'elle a été conspuée. Et que du coup, chez les jeunes gays, il y a quelque chose de garder la tête haute face au colibé qui plaît. C'est-à-dire que c'est un modèle aussi de fierté, pride. On en a besoin de cette fierté. Certains comprennent pas toujours pourquoi on a besoin de fierté, mais on a besoin de fierté parce qu'on a tellement souffert de honte. Et que donc du coup, ces icônes, ces stars qui représentent la fierté face à l'adversité, c'est un modèle pour nous. C'est un guide, c'est un tuto. C'est un tuto comment être fier et être... Et s'assumer et faire face à ceux qui essaient de vous rabaisser. Fin de parenthèse. On reprend le cours de l'épisode. Peut-être qu'à ce stade de la discussion, vous vous demandez... Non mais, ce serait pas plus logique qu'une femme adore une icône femme et un homme une icône homme ? Pourquoi les genres sont inversés comme ça ? Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Les LGBT ont un rapport au genre complètement différent des hétéros, à mon avis, de base. Ça change avec les hétéros, mais inévitablement, quand on grandit et qu'on n'est pas hétéro, disons, on est face à un rapport au genre qui est complexe, parce qu'en fait, on comprend bien dès le départ qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en scène complète dans le genre. On nous dit, voilà ce que c'est qu'être un homme, et on comprend bien, on se dit, je suis un homme et je suis pas du tout comme ça, je n'aime pas les choses que vous me demandez d'aimer, je n'aime ni le foot, ni les bagnoles, ni les gros seins. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est qu'être un homme ? Alors, donc, on comprend souvent très rapidement que le genre est complètement performatif. Donc, du coup, le genre de la personne qu'on vénère importe peu, du moment qu'il présente quelque chose qui nous parle en termes de genre. Donc, c'est juste que, on a tendance à peu être passionné par ce que les hommes ont à proposer, parce que, historiquement, ils ont rarement proposé des choses très intéressantes au sujet du genre. Enfin, jusqu'à présent, quoi, ça change maintenant. Mais globalement, les stars et mecs, c'était toujours des hétéros et ils étaient toujours incroyablement clichés dans leur goût et dans leur passion et dans leur façon de se montrer. C'était franchement pas très intéressant ce que ça racontait en termes de genre. Alors qu'une Dietrich qui met un costume blanc, avec un chapeau de forme, ça c'est fun, ça c'est intéressant, ça change un peu. Enfin, il y a quelque chose de cool, quoi, en fait. Les hétéros sont pas très cool. Dans la culture jusqu'ici, franchement, ils sont un peu boring, quoi. Mais pourquoi les icônes LGBT, elles sont hétéros, du coup ? Parce qu'en fait, je pense que quand tu poses cette question-là, c'est que tu parles d'un aspect de l'icône gay, l'aspect modèle. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on prendrait comme modèle quelqu'un qui n'est pas de notre communauté alors qu'on est d'une minorité. Il y a toutes les réponses qu'on a données sur le fait qu'il n'y avait pas, au catalogue il n'y avait pas des homos, mais ça dépasse ça parce que c'est encore le cas maintenant. Donc aujourd'hui il y a plein d'homos qui sont, d'ailleurs il y en a qui sont des icônes gays, des homos et des trans et des lesbiennes et des bisexuels, il y en a. Mais je pense que c'est parce qu'en fait l'icône gay elle n'est pas uniquement là en tant que modèle. Elle est là partiellement en tant que modèle, mais elle est là en tant que personnification de la culture gay dans le mainstream. Elle va incarner... Suis-moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle va, à travers son travail,
exprimer, en fait, faire du camp, en fait, c'est-à-dire la culture gay, l'humour gay, la sensibilité LGBT, cette manière de voir une théâtralité dans les choses, d'aller totalement loin dans l'exagération, Céline Dion, quoi, tu vois, et assumer complètement le ridicule et une petite dose de vulgarité et de dire, en fait, moi j'ai le droit d'être un peu vulgaire parce qu'en fait, c'est quoi le contraire de la vulgarité? C'est la bourgeoisie. Voilà, donc, tout ce truc-là, ces stars-là vont incarner ça, mais au milieu de la pop culture de tout le monde. Et donc, du coup, en fait, elles nous représentent aussi, à travers, en portant notre voix et notre façon de voir le monde. Et donc, en personnifiant la culture gay dans le mainstream, on s'en fout qu'elle soit hétéro, en fait, du moment qu'elle soit camp. Alors, camp, il faut un peu expliquer. Alors, ça, c'est la question à 1 000 €, c'est expliquer le camp. J'essaye à chaque fois. Le camp, pour moi, c'est l'humour LGBT, c'est l'humour gay d'origine. Maintenant, c'est un peu pratiqué par tous les LGBT. C'est une façon de voir le monde, c'est une esthétique et c'est une sensibilité. C'est une manière de lire la culture. C'est une manière de regarder la culture en aimant la culture, pas uniquement pour sa valeur artistique, mais pour aussi son aspect amusant, surtout sur le kitsch, c'est-à-dire sur ce qui est, voilà, sur la vulgarité, sur la théâtralité des choses, l'exagération. Tu sais, il y a eu maintenant une culture camp un peu hétéro, c'est la culture du nanar. C'est-à-dire la fascination pour des films qui sont tellement mauvais, qui sont vraiment géniaux et qu'on les aime pour de vrai. On les aime vraiment d'amour, ces films-là, même s'ils sont tellement mauvais, mais ils sont tellement sincères. Et ça, c'est du camp, en fait. Et chez les gays et chez les lesbiennes aussi, depuis une éternité, c'est leur manière de voir la culture aussi. C'est-à-dire que quand ils regardaient Joan Crawford, ils étaient fascinés parce qu'en fait, quand elle gifle sa fille et qu'elle se fait gifler en retour dans Mildred Pierce, c'est tellement too much que c'est génial et que du coup, un public lambda qui n'est pas camp va dire « elle joue mal » ou « c'est trop, c'est pas bien ». Alors que le public camp va dire « c'est trop, donc c'est bien ». C'est-à-dire que ce qu'on aime, c'est que ce soit trop. Parce qu'on a besoin de trop, on a besoin de rêve, on a besoin d'exagération. La culture gay d'origine, c'est l'extravagance. Et donc, du coup, l'extravagance, c'est retrouver dans la culture cette extravagance-là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous parle dans notre façon aussi de nous mettre en scène. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une manière de se défendre, cette manière d'exagérer, de mettre un petit peu de malaise. Le camp, c'est cette lecture où on ne prend pas trop les choses au sérieux, en fait. On va prendre avec beaucoup de sérieux les choses qui ne le sont pas, et avec beaucoup de légèreté les choses qui sont sérieuses. Ça, c'est une bonne définition du camp, à mon avis, tu vois. Je pense que c'est vraiment une bonne définition. Oh, putain, je vais la noter. Vas-y. Vas-y, note. Parce qu'on me le demande souvent, et à chaque fois, je pars dans une explication qui dure 20 minutes. Et du coup, t'es en train de me dire qu'être une icône gay, ça n'a rien à voir avec la sexualité ? Pas forcément, non. C'est parce que c'est pas la même chose qu'être un modèle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des icônes gays et des modèles. Et donc, du coup, c'est peut-être encore plus vrai que jamais, puisque on n'a plus besoin que nos icônes gays soient nos modèles. Puisqu'on a nos modèles. On a Frank Ocean, on a Elliot Page, on a Laverne Cox, on a des modèles extraordinaires. On a des Neil Patrick Harris, Megan Rapinoe, extraordinaire. Voilà, donc on a nos modèles. Nos modèles, on les a et elles sont, là pour le coup, elles sont concernées, elles l'incarnent, elles le disent, elles sont comme nous, etc. Donc du coup, mais on leur demande pas pour le coup, on n'a pas besoin qu'elles incarnent la culture camp, parce qu'en fait, ça on s'en fout. Elles sont là pour autre chose. Elles sont là aussi pour être notre porte-parole, nous défendre. C'était fascinant de voir comme certaines justement personnalités arrivent à utiliser les moyens par exemple, quand Caitlyn Jenner a fait son coming out, c'est une horrible personne de droite, Caitlyn Jenner, mais vraiment, elle est vraiment réac, républicaine et tout. Mais elle a fait son show, son télé-réalité, elle a invité des formidables femmes trans qui étaient moins connues qu'elle et qui l'ont accompagnée. Et l'émission, elle est géniale parce qu'en fait, c'est 2 saisons de ces nanas extraordinaires qui passent leur temps à insulter Caitlyn Jenner en lui disant « T'es vraiment trop réac, t'es trop conne ». C'est super et elles expliquent et du coup, elles nous expliquent à nous. Et voilà, c'est fascinant de voir que nous, on a nos modèles, ils sont aussi capables justement d'utiliser les espaces qui existent pour faire des choses. Regarde Laverne Cox qui a utilisé sa popularité et sa place importante qu'elle avait à Netflix pour faire ce documentaire génial qui s'appelle Disclosure, qu'elle a coproduit. Voilà, nos
modèles utilisent les espaces, se battent à leurs moyens, s'expriment. Voilà, on a des super modèles. On a de super modèles et parfois aussi des personnalités qui sont des icônes aujourd'hui, mais qui l'ont pas été de leur temps. Comme... Freddie Mercury. Freddie Mercury, c'est la récupération par une génération plus jeune. C'est la fabrication d'une icône gay qu'il n'était pas vraiment à l'époque. Parce qu'à l'époque, Freddie Mercury, c'est pas une icône gay. Hein. Alors, je sais qu'aujourd'hui, j'ai eu une longue discussion avec une journaliste qui m'a interviewé à ce sujet sur Freddie Mercury, qui comprenait pas qu'à l'époque, c'était pas une évidence pour tout le monde. Mais d'abord, il faut regarder ce que c'est que les groupes de rock à l'époque, hein, Poison. Et tout ça, c'était les cheveux longs, maquillés, les pantalons moulants, il parlait avec une voix aiguë. Enfin, je veux dire, la performativité du genre masculin à l'époque, c'est autre chose. Donc, Freddie Mercury, au milieu de tout ça, c'était pas non plus le nez au milieu de la figure qu'il était gay. Je veux dire, il était plutôt moins gay que les autres, qui étaient vraiment hétéros, mais vraiment, quoi. Motley Crue, tu regardes Motley Crue, ils avaient l'air plus gays que Freddie Mercury. C'est sûr qu'aujourd'hui, on le voit juste lui tout seul, donc forcément, on se dit, bah, c'est évident. Mais ça l'était pas, il le disait pas. Pour des raisons qu'il regarde, hein, c'est pas un jugement, tu vois, c'est compliqué, en ces années 80, j'étais pas à sa place. Mais du coup, c'était pas du tout une icône gay. Leur public était vraiment hyper hétéro. D'ailleurs, il parlait à ce public-là. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, maintenant on connaît mieux sa vie, on connaît son parcours, on connaît ses difficultés, le temps a passé, enfin, il y a eu des films là-dessus, des livres et tout ça. Et donc, du coup, ça parle à plein de jeunes. Finalement, le fait aussi qu'il était obligé de se cacher et qu'il était pas à l'aise et que voilà, puis il était bisexuel. Donc c'est aussi, il n'y a pas énormément de stars qui ont été dont on connaît. Il n'y avait pas beaucoup d'icônes bi finalement. Donc du coup, c'est super que les bi puissent retrouver une personnalité en laquelle se projeter. Donc du coup. Ça change avec le temps et tant mieux, quoi. C'est super, il y a une relecture. Mais à l'époque, c'était pas totalement le cas, quoi. Trouver des personnalités en lesquelles se projeter. C'est parce qu'on parle de projection de soi, quand on parle d'icône, que c'est même parfois une bonne chose qu'elle soit hétéro, justement. Oui, c'est-à-dire que l'icône gay, en étant hétéro, elle va être quelque chose qui nous ressemble, mais qui n'est pas totalement nous. Et du coup, souvent, le truc, ce qui est un peu dur à dire, c'est qu'on a beaucoup de haine de soi hein, quand on est un jeune homo, et parfois même à tous les âges. Je crois qu'on lutte tous avec ça d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est dans une société patriarcale, je te réexplique pas le truc, mais qui nous renvoie une image dégueulasse de nous-mêmes, donc forcément, bon. Et donc, du coup, cette haine qu'on a de nous-mêmes, elle peut s'exprimer envers d'autres homos. Souvent, d'ailleurs, les parcours homo, ça commence parfois par une partie où, moi, je suis homo, mais je suis pas comme ceux-là. Je suis pas comme les autres homos. Ça, c'est difficile. Il y en a beaucoup d'entre nous qui passent par cette phase-là. Il y en a qui y restent. Mais c'est parce que ça vient d'une difficulté intime, quoi. Et du coup, on peut avoir un jugement assez sévère des autres homos parfois. Et du coup, une icône hétéro, quelque part, on n'a pas ce problème. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une source d'identification, un modèle, quelqu'un qui nous parle, quelqu'un qui représente un peu notre culture, mais pas quelqu'un qu'on va haïr autant que... Moi, par exemple, dans ma vie, j'ai plus eu de passion pour la culture lesbienne que la culture gay. Quand il y a eu une période marrante où il y a eu 2 séries qui sont sorties en même temps, il y avait Queer as Folk et The L Word. Gay as Folk, ça me gonflait, mais profondément, quoi. Même Looking, j'ai pas pu regarder. Je veux dire, un épisode entier sur le mec qui se dit qu'est-ce que ça fait que sucer un mec non circoncis. Je ne peux pas. Je veux dire, c'est au-dessus de mes forces. Ça me saoule. Je veux dire, j'ai déjà ma vie au quotidien. Ce genre de débat, je ne veux pas en voir plus, quoi. Alors que L-Word, c'était à la fois quelque chose qui me parlait, parce que ça raconte quelque chose du sexisme, de l'homophobie, de ce que c'est qu'avoir un groupe d'amis homo, etc., machin, et en même temps complètement exotique pour moi, parce que c'est des personnes riches à Los Angeles, mais aussi parce que c'est des lesbiennes et que ça me parlait plus parce que j'avais pas cette petite haine des autres gays qui traînait à l'époque encore en moi, quoi. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est facile d'imaginer qu'il doit y avoir des artistes qui font des calculs un peu cyniques, qui voient les LGBT comme une cible presque marketing, juste pour surfer sur la vague, quoi. Oui, ça a été le cas, mais alors le truc c'est que le public contemporain, et en particulier jeune, n'a jamais été aussi intelligent. C'est-à-dire que le regard est affûté, c'est-à-dire que c'est une génération qui a été éduquée à l'image comme personne et qui est, franchement, pas dupe.
Et du coup, je pense que les célébrités qui jouent à ça jouent avec le feu parce que si c'est pas sincère, ça va vite se voir. Et si c'est pas sincère, ça va être puni très fort. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même une certaine prudence encore. Enfin, je pense qu'ils font quand même un petit peu attention à pas trop jouer avec ça si c'est pas totalement sincère et totalement à fond. Parce que je pense que voilà, il y a 20 ans, ce serait passé, mais je pense que voilà, des jeunes aujourd'hui, ils sont très rapidement capables de déceler le vrai du faux. Le petit calcul cynique, il se fait, mais il se fait pas à la légère. Attends, il y a un autre truc aussi sur le maintenant, c'est que le soutien à la communauté LGBT, il est obligatoire. C'est-à-dire que c'est aussi un autre univers. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une période où justement le public jeune a très intelligemment décidé qu'il fallait exiger ça et pas juste en être content et remercier. C'est vraiment gentil de nous soutenir. Maintenant, c'est vous nous soutenez ou rien. Et c'est bien. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a un aplomb du public contemporain qui est top, quoi, parce que ils acceptent rien de moins que un soutien total et entier sans ambiguïté. Donc de toute façon, aujourd'hui, c'est pas une question de cynisme, c'est qu'une question de survie. Et que voilà, ne pas soutenir les LGBT aujourd'hui, c'est littéralement se déclarer pro-Trump, quoi. Et dans un monde où le soutien aux LGBT, ça va de soi, dans un monde où il y a de plus en plus de porte-parole LGBT, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à quoi ça sert une icône aujourd'hui ? Est-ce qu'on en a encore besoin ? Oui, parce qu'on a encore besoin que ces personnes dans la culture mainstream, les mastodontes, les Beyoncé de ce monde, elles vont parler aussi à des homophobes, en fait. Et donc, on a besoin de leur soutien, on a besoin qu'elles soient des icônes, on a besoin qu'elles s'expriment là-dessus, on a besoin qu'elles incarnent quelque chose qui nous parle, qu'elles nous représentent, parce qu'elles vont aussi parler à des gens qui ne nous comprennent pas. Et donc, du coup, elles ont un rôle très important. Et c'est un rôle que les modèles peuvent pas tenir, parce que justement, eux, ils vont pas être appréciés. Ou Laverne Cox va pas être appréciée par un public de Trumpistes, alors que Beyoncé, il y a une chance, parce qu'elle ou Rihanna. Donc c'est important que ces personnes-là, on a encore besoin des icônes aussi pour cette raison-là, et pour l'identification aussi pour l'aspect un peu magique dont on avait parlé, un peu le rêve, et parfois cette petite marche dont on a besoin au départ, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on va pas totalement encore être... on a tous notre rythme pour rentrer dans notre identité et notre orientation sexuelle. Tout le monde a son rythme, il y en a c'est plus ou moins difficile. Et donc du coup, parfois, ces icônes-là, elles servent aussi à représenter ce trouble. Et du coup, parfois, c'est important qu'il y ait un trouble. C'est important que ce soit pas clair. Ah, et en parlant de trouble, il y a aussi, en ce moment, de plus en plus de personnalités qui sont pas vraiment des icônes LGBT, ni des porte-paroles, enfin qui... Tu me parles de Timothée Chalamet. Oui, ou de Harry Styles et d'autres hommes qui jouent avec leur expression de genre. Oui, c'est-à-dire que c'est plus fréquent que les stars contemporaines se montrent avec plus de fluidité sur leur genre. Donc du coup, ça ressort moins comme une anomalie, entre guillemets, ou quelque chose d'exceptionnel, même si je pense que ça l'est encore un peu, en fait. Je pense qu'on n'est quand même pas encore au bout, mais je pense qu'en fait, c'est en train de devenir des icônes hétéros. C'est-à-dire que je pense que les hétéros ont besoin d'icônes, en fait. Et ils ont besoin d'icônes comme ça. Parce qu'en fait, les gens qui souffrent le plus des problèmes de ces questions de genre, c'est les hétéros. Enfin, je veux dire, c'est terrible. La plupart des hétéros, enfin, je suis désolé de généraliser, mais enfin, ils ont quand même... Les schémas de genre sont violemment verrouillés, quand même. Hein. Et du coup, on sent que c'est un vrai besoin, que c'est pas par hasard, du coup, si ces questions les interrogent aussi vachement en ce moment, parce que quelque part, en fait, ça leur parle, parce qu'ils sont coincés là-dedans. Et que du coup, ces icônes, ces célébrités actuelles, c'est pas tant à nous qui parlent, je pense. Je pense qu'un Timothée Chalamet ou un Harry Styles qui se montre en robe avec les ongles peints, il parle surtout aux jeunes hommes hétéros qui ont besoin de détendre leur rapport à leur propre genre, parce que même s'ils sont hétéros, ils peuvent souffrir de cette assignation au genre masculin, même souffrir beaucoup. Hein. Et que les rôles dans les couples hétéros soient si fixes, c'est quelque chose qui, évidemment, pose des énormes problèmes de sexisme. Enfin, je te redéroule pas le menu, mais du coup, je pense que c'est ça. C'est peut-être des icônes hétéros, en fait. Ce que je veux dire par des icônes hétéros, juste pour être précis, c'est des icônes queer hétéros. Enfin, c'est-à-dire que c'est des icônes, comment dire, qui vont pas refléter les valeurs hétéros, mais qui vont plutôt détendre les valeurs hétéros pour, du coup, apporter une dose de queer dans l'hétérosexualité, mais qui néanmoins reste l'hétérosexualité. Tu vois, c'est pour que les hétéros puissent vivre leur hétérosexualité plus sereinement. On revient toujours à cette conclusion, quelque part, en fait. D'étendre le cadre
de l'hétéronormativité, ça fait du bien à tout le monde, même aux hétéros. Bon, on aura forcément oublié de citer plein d'icônes LGBT. Donc, si vous voulez nous écrire pour rajouter des noms à la liste, pour donner votre analyse perso de pourquoi telle icône en est une, nous dire pourquoi une icône vous a aidé dans votre vie, vous pouvez toujours nous écrire sur les réseaux sociaux à camille@binge.audio, parce que Camille, c'est un podcast de Binge Audio. Cet épisode a été réalisé par Solène Moulin, ex-fan inconditionnelle de Pink, cheveux rouges inclus. À la production, il y avait Lauren Bess, fangirl des fangirls, folle de Harry Styles et de Prince. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai jamais été fan, mais j'ai tellement écouté American Life de Madonna quand j'étais enfant que ça a dû jouer quelque part dans l'histoire. Oh merde, attends Solène. On n'a même pas parlé de Madonna dans l'émission.